Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire. Merci au cabinet Syndex qui nous accueille et merci à François Deriot et le magazine Santé et Travail qui nous a aidés à le préparer. Alors, globalement, on dit que les travailleurs et travailleuses aiment leur travail et pourtant, une grande majorité se plaignent notamment d'être débordés, d'être surchargés. Beaucoup en souffrent également. À quel moment est-ce que le travail pèse sur la santé? Y a-t-il un risque? Et puis surtout, quel progrès avons-nous fait ou pas depuis, je dirais, une quinzaine d'années où on a constaté il y a un consensus autour d'une intensification générale dans tous les métiers et les secteurs. En même temps, il y a un consensus sur les facteurs de risque dits psychosociaux. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Avec nous, quatre experts. Je vais donner la parole. Merci à vous d'être là. Nicolas Sandret en tant que médecin du travail, François Deriot donc en tant que spécialiste santé au travail, Sylvain Rossignol, vous êtes intervenant au cabinet Syndex, et Laurence Théry qui nous rejoindra à distance en tant que sociologue. Voilà. Vous êtes très nombreux à vous être connectés. Merci à vous. D'abord, premier point, vous recevrez un replay en vous étant inscrit. Et deuxième point très important, vous avez un module de questions-réponses qui sera lu tout au long du webinaire par Alexandre, qui est expert santé au travail. Et les questions seront indiquées ensuite aux participants d'ici une petite heure. Voilà. Donc, merci et bienvenue encore à vous tous. Nous allons commencer et je vais donc passer la parole à Nicolas Sandret, au docteur Nicolas Sandret. Vous êtes attaché à la consultation de pathologie professionnelle de Créteil, où vous suivez spécifiquement des patients atteints de souffrances psychiques, on va dire, liées au travail. Et puis parallèlement, vous êtes également un expert attaché à l'enquête SUMER publiée par la DARES, donc l'enquête de la surveillance médicale des expositions aux risques professionnels, et vous avez été médecin inspecteur du travail en Île-de-France. Alors, je reviens donc on va démarrer le sujet avec ce que vous voyez, vos cas cliniques, votre consultation, qu'est-ce que vous constatez, et puis quels enseignements vous en tirez à l'écoute des travailleurs. Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Oui, au niveau de la consultation, celle-ci existe depuis 25 ans. Enfin, depuis 25 ans, on s'est un peu spécialisé un peu dans les souffrances psychologiques. Et aujourd'hui, on a toujours énormément de demandes qui viennent de toutes parts. C'est envoyé par le médecin du travail, par des psychologues, par des psychiatres ou les salariés qui viennent eux-mêmes. Alors, dans la consultation, on reçoit une grande proportion de cadres, de cadres de tous les bords, c'est-à-dire des entreprises privées, mais aussi des collectivités territoriales ou de la fonction publique d'État. Et en fait, ce qui caractérise leur venue, enfin, c'est des gens qui sont en général dans des dépressions très importantes, qui sont en arrêt de travail depuis très longtemps, puisque le temps d'attente de la consultation est de plus de 4 mois. Et ce qui est toujours étonnant, c'est que c'est des gens qui sont très déboussolés, très perplexes par rapport à ce qui leur arrive. Parce que c'est toujours des salariés qui sont très investis dans leurs entreprises, dans leur travail, et qui ont toujours été reconnus pour leur qualité, pour leurs valeurs, qui ont toujours eu des promotions très importantes. Et il y a un moment donné, il y a un événement qui se passe, il y a quelque chose qui se passe sur lequel ils n'ont pas forcément clairement conscience de pourquoi ça leur arrive. Et il y a cette espèce d'interrogation qui est vraiment souvent assez stupéfiante. Et c'est pour ça que dans les consultations, en fait, souvent, enfin, personnellement, je commence la consultation en leur demandant de me décrire le réel de leur travail, c'est-à-dire pas la fiche de poste, etc., mais qu'est-ce qui se développait réellement dans le travail et quand ça allait bien. Ce qui permet que, après, quand on décrit la dégradation, ils arrivent à comprendre mieux, à mettre le point sur ce qui leur est arrivé. Alors, peut-être pour donner un peu d'explication à ça,
c'est par exemple un cadre, un service technique de, dans une grande entreprise, hein, et qui et un changement. Alors, ça correspond souvent à des changements, hein, changement d'organisation, changement dans le processus de travail, et c'est souvent des gens qui défendent une manière de travailler. Hein. Et, bon, le cas dont je voulais parler, bon, bah, il était là depuis une dizaine d'années, ça se passait très bien. Et puis à un moment donné, il y a eu son N+1 qui est parti pendant 5 mois. Et lui, parce que, encore une fois, il y a une conscience professionnelle, il y a envie que ça marche, il y a un attachement, hein, au travail bien fait, mais aussi pour protéger souvent leurs équipes, qui, pendant les 4 mois, il a fait l'intérim du travail du N+1, donc il était épuisé, et il y a un nouveau N+1 qui est nommé, et là, il pense qu'il va respirer, et globalement, non. Ben, l'autre lui dit, mais tu as réussi à faire ça pendant 4 mois, ben, tu peux continuer. Hein. Et à ce moment-là, c'est épouvantable parce qu'on voit des gens qui sont effectivement en épuisement professionnel total. Hein. Bon, ça, c'est un exemple. Mais il y a d'autres exemples. Par exemple, c'est alors, assez surprenant. Hein. Par exemple, une jeune femme, hein, dans une entreprise, je l'ai lu la semaine dernière, dans une entreprise, belle entreprise de luxe, etc., etc. Et en fait, tout se passe bien, ça fait 15 ans qu'elle est là, elle a monté plein de projets, elle aime son entreprise, et quand elle en parle, elle a vraiment un discours très positif vis-à-vis de ce qu'elle a vécu dans cette entreprise, du plaisir qu'elle a eu dans cette entreprise. Hein. Et puis, à un moment donné, ben, on lui propose, hein, parce que voilà, on lui propose de se faire élire au CSE. Hein. Bon, au CSE, puis elle y voit que du bien, puisque ouais, le CSE, bon, elle ne savait pas trop ce que c'était d'ailleurs, mais elle se fait élire, et puis elle, bon, elle trouve que c'est une manière de s'engager dans l'entreprise. Hein, voilà. Et ben, progressivement, ben, on lui demande, enfin, sa hiérarchie lui demande pourquoi tu t'es inscrit, tu t'es fait élire au CSE, et progressivement, on lui retire des tâches, et puis progressivement, on lui supprime son adjointe, et progressivement, elle se retrouve tout seule, et progressivement, elle n'a plus rien à faire, quoi, hein, globalement. Et ça, c'est assez étonnant. Et donc, effectivement, pour elle, c'est une agression totale dans la mesure où elle a fait cette élection que pour, quelque part, rendre quelque chose à l'entreprise. Après, c'est aussi, enfin, ce qu'on voit, mais c'est des salariés qui sont cadres très supérieurs, qui sont dans des entreprises, et donc pour des équipes. Hein, je pense à un cas, hein, d'une entreprise vraiment très importante. Et puis, bon, 56 ans, et puis on lui annonce, ben, écoute, ton équipe, il y a une réorganisation forcément, et donc, ben, tu n'as plus d'équipe, quoi. Ben, maintenant, à toi de chercher du travail, hein, alors, dans une espèce de pool, hein, c'est-à-dire de pool, une boîte pour trouver des emplois dans l'entreprise en question. Sauf qu'ils cherchent depuis 6 mois et ils ne trouvent rien parce que forcément, il coûte très cher. Donc, ils ne trouvent pas d'emploi. Hein. Et donc, là aussi, ça a des répercussions extrêmement lourdes sur son travail. Voilà, des exemples comme ça, je pourrais en avoir des centaines, hein, puisque en gros, on envoie des centaines à la consultation, on est trois à consulter, et donc ça défile, et c'est toujours les mêmes histoires. Mais ce qui est particulièrement, comment dire, étonnant, c'est à quel point c'est toujours des gens qui sont attachés à l'entreprise. Hein, et quelque part, qu'on fait un contrat avec l'entreprise et qu'on a l'impression d'avoir été trahi par celle-ci. Est-ce que Nicolas, c'est ce regard clinique que vous avez, quel lien vous faites? Vous êtes aussi statisticien. Est-ce que ça corrobore au niveau, alors, quelles sont les évolutions que vous voyez? Quelles sont les évolutions des conditions de travail depuis une quinzaine d'années au vu de la statistique? Alors, au niveau de la statistique, je ne veux pas parler d'évolution, hein, c'est par rapport
comment dire, les résultats de l'enquête Sumer 2017, c'est un peu vieux, mais actuellement on est en train de réactualiser. En fait, au niveau statistique, les gens enfin, les cadres qui sont au travail, puisque c'est des médecins du travail qui interrogent les salariés dans le cadre de leur consultation, les médecins du travail ou les infirmières. Et dans ce cadre-là, comment dire, les cadres sont moins concernés par, entre guillemets, les risques psychosociaux que les autres salariés. Par exemple, pour le job strain, hein, job strain, c'est avoir une forte charge de travail et peu de marge de manœuvre, alors que population entière, c'est 27%, les cadres sont concernés que par 16%. Le job strain est important parce que, comment dire, c'est prédictif d'accidents cardiovasculaires, de dépression, de troubles musculo-squelettiques. Mais il y en a quand même 16%. Alors pourquoi ils sont moins que les autres? Parce qu'ils ont des marges de manœuvre qui sont plus importantes en général. Sur le comportement hostile, ils sont aussi un petit peu moins impactés que la population en général, puisqu'ils sont 14% au lieu de 16%. Mais c'est quand même 14% de salariés, cadres, qui disent qu'ils ont subi des comportements hostiles, c'est-à-dire une reconnaissance du travail, hein, ce qu'on retrouve beaucoup en clinique, hein, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas ce qui leur est arrivé et ils disent finalement on a trahi la confiance et la reconnaissance qu'on me donnait, quoi. C'est les atteintes dégradantes. Hein, pour ce salarié dont j'ai parlé, qui a 56 ans, lui, tu n'as plus qu'à chercher du travail dans l'entreprise qu'il n'en trouve pas. C'est quand même très dégradant, mais c'est aussi les injures qu'on entend aussi, hein, les propos lors des réunions, quand quelqu'un est mis un peu au pilori, lors des réunions, c'est des humiliations, des choses comme ça. Hein, et les comportements méprisants. Alors, donc les cadres sont aussi concernés par toutes ces attaques et ce qui est intéressant, c'est de voir, et là ça recoupe un peu la consultation, il y a une corrélation importante entre job strain et comportement hostile, avec le fait de ne pas pouvoir parler avec la hiérarchie en cas de difficulté. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les consultations, c'est tout d'un coup ils se heurtent à un mur. Hein, mais c'est aussi ne pas pouvoir parler avec des collègues. Et c'est vrai que dans les consultations, les gens nous disent, mais on est tout seul, on est tout seul. Hein, et quand on essaye de s'adresser aux collègues, ben, globalement, on a dit aux collègues, vous évitez-le, parce que c'est pas très bon pour vous. Après, les choses qui émergent beaucoup, c'est la difficulté de ne pas pouvoir faire correctement son travail. Encore une fois, tous ces gens, enfin les gens qu'on reçoit en consultation, c'est des gens qui ont une vraie conscience professionnelle et sont très sensibles à la beauté du travail qu'ils peuvent faire, hein, à la fois dans le cadre de leur travail lui-même, mais aussi dans le cadre de leur comment dire, de leur rapport avec leurs subordonnés et maintenant leurs opérateurs. Hein. Les choses donc l'impossibilité de faire correctement du travail et assez étonnamment, hein, ce qui ressort le plus, c'est le manque d'information, hein, et le manque de coopération. Hein. Donc ça, c'est la suite de la rupture des collectifs de travail en général. Après, ce qui émerge beaucoup aussi, c'est les conflits éthiques. Hein, les conflits éthiques les personnes qui disent qu'ils ont subi des conflits, qui ont des conflits éthiques dans le cadre, c'est-à-dire faire un boulot que je désapprouve, hein, dans le cadre de leur travail, ils sont 52% en job strain au lieu de 27% de la population habituelle, et ils sont 46% à subir des comportements hostiles, à dire subir des comportements hostiles, alors que c'est 16% pour la population habituelle. Enfin, le dernier critère que je sortirai, parce que le temps passe, par rapport à l'enquête, c'est le lien entre job strain et comportement hostile avec les changements d'organisation. Hein. C'est-à-dire, manifestement, les gens qui ont un changement d'organisation dans l'année sont beaucoup plus nombreux à présenter des job strain ou des comportements hostiles. Et tout ça, pour finir, tout ça, c'est
complètement en lien, en corrélation avec la dépressivité, hein, euh, qui augmente de façon importante, hein, puisque ceux qui subissent un job strain passent de 11% de dépressifs qui travaillent, hein, c'est-à-dire, encore une fois, on dit souvent les gens, ils vont pas travailler. Là, c'est des dépressions ou des dépressivités modérées et fortes et sévères, des gens qui vont quand même travailler, hein. Donc, dans la population générale, c'est 11%, et là, c'est ceux qui ont un comportement hostile, c'est 30%. Et tout ça, c'est lié aussi à l'absentéisme, hein. L'absentéisme passe de 35% pour la population générale à 45% s'il y a des comportements hostiles. Voilà, donc on voit tous des tableaux finalement entre la consultation, les chiffres qu'on peut avoir. Alors, c'est les chiffres du ministère, hein, du Travail, c'est les chiffres de la DARES, c'est les chiffres officiels qui sont, ils sont, comment dire, ils ont été redressés. Donc, ça correspond à une image de la population entière des travailleurs en France. Voilà. Très bien, merci beaucoup Nicolas Sandret. On va continuer à élargir le constat avec François Deriot. François, bonsoir, vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef de magazine Santé et Travail, aujourd'hui en ligne, partenaire de cette table ronde avec la revue cadre CFDT. Vous avez été également conseiller prud'homal à la section encadrement du Conseil des prud'hommes de Paris, si je ne me trompe pas. Oui. Aujourd'hui, François, vous êtes porte-parole de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante et autres risques professionnels. Alors, quelle est l'ampleur du phénomène décrit par Nicolas, l'ampleur de la souffrance, entre la plainte de la souffrance psychique en France liée au travail, selon vous? Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Je peux dire déjà, évidemment, moi je me reconnais, je reconnais bien ce qu'on raconte dans Santé et Travail ou ce qu'on a raconté pendant des années. Il faut voir que Santé et Travail, c'est un magazine qui a été créé en 1990 ou 91. On a préparé le premier numéro en 90 et il est sorti début 91. Et déjà, les risques psychosociaux comme les troubles musculo-squelettiques, donc qui sont les deux plus gros facteurs aujourd'hui de risque professionnel, on en parlait déjà à ces années-là. Donc, c'est pas nouveau. Et bon, il y a eu des tas de recherches, des tas de travaux, des tas de chiffres. Nicolas a participé à l'enquête Sumer, mais il y a la grande enquête nationale conditions de travail. Enfin, il y a beaucoup d'enquêtes, beaucoup de travaux universitaires. Ce qu'on peut dire quand même, sans crainte de se tromper, c'est de dire que ce phénomène-là n'est pas nouveau et qu'il a plutôt tendance à augmenter qu'à se réduire. Pourtant, c'était et c'est toujours une grosse priorité dans les plans santé-travail, dans les plans des entreprises, dans les annonces officielles qui sont faites par tout gouvernement, tout ministre du Travail, par les partenaires sociaux. Il faut absolument mettre la prévention primaire sur ces risques psychosociaux, surtout maintenant que ça coûte cher avec des arrêts maladie qui ne cessent d'augmenter, etc., etc. Et on dit ça, on le répète chaque année, mais le résultat, c'est que ça ne marche pas. Donc ça, moi, je suis assez sévère dans l'appréciation que je porte, mais ça sera l'objet, j'espère, du débat qui suivra. On n'arrive pas à faire en sorte que la prévention primaire de ces facteurs de risque dont Nicolas a parlé longuement là tout à l'heure, que ce soit à travers sa consultation où on voit bien quand même où il y aurait des marges de manœuvre pour améliorer les choses, ou que ce soit à travers les chiffres. Alors, pour revenir précisément à votre question, ça tombe bien parce que la semaine dernière sont sortis ce qu'on appelle les chiffres de la sinistralité des accidents du travail et des maladies professionnelles en France. Les chiffres qui sont publiés par la direction des risques professionnels de l'assurance maladie, c'est-à-dire de la sécurité sociale. Ils sont publiés tous les ans à la même époque. Qu'est-ce que disent ces chiffres s'agissant des risques psychosociaux? Bon, déjà, premièrement, les maladies professionnelles reconnues et indemnisées par la sécurité sociale, globalement, cette année 2024, puisque là, c'est les chiffres de 2024, dernière année connue, elles ont augmenté de 7% par rapport à 2023. Donc, ça corrobore ce que je disais, n'a pas tendance à s'améliorer. Et s'agissant des risques psychosociaux, ou plus exactement de la souffrance psychique, c'est-à-dire des affections psychiques d'origine professionnelle, elles ont augmenté de 9 points. Au total, il y a 1805 affections psychiques d'origine professionnelle qui ont été reconnues. 1310 dépressions, anxiété, stress 450 et 45 autres. Alors évidemment, on peut dire 1805 cas, c'est pas énorme, sachant qu'il y a 50 000 environ maladies professionnelles reconnues chaque année et que dans ces 50 000, il y a 45 000 troubles musculo-squelettiques. Vous voyez, ça fait pas énorme. Ça, c'est quand on regarde les choses en surface. Mais bon, nous, on essaye d'aller creuser un peu et quand on va dans le tréfonds
des chiffres de la sécurité sociale, qu'est-ce qu'on voit? On voit surtout que, comme il n'y a pas de tableau de maladie professionnelle qui facilite la reconnaissance, les gens déclarent leurs affections psychiques dans la rubrique accident du travail. L'accident du travail, c'est une définition juridique, médico-légale, comme on dit, qui est que tout événement soudain qui survient au temps et au lieu du travail, c'est un accident. Donc, toute personne qui s'effondre sur son travail et pour lesquelles on appelle les secours ou qu'on évacue chez le médecin peut être déclarée un accident du travail. Et là, les accidents du travail d'origine psychique, c'est la Sécu qui parle, c'est pas François Deriot, eh bien, en 2024, il y en a eu 29 000. Donc, vous voyez, on change complètement de dimension. 1805 maladies professionnelles reconnues, près de 30 000 accidents du travail d'origine psychique reconnus. Et là, ça illustre le phénomène de masse quand même que ça représente tout ça. Donc, au total, si vous additionnez les deux, il y a plus de 31 000 cas de souffrance psychique reconnus et indemnisés chaque année, en tout cas en 2024, en France, et ça a plutôt tendance à augmenter. Alors, ça, on le sait très bien, et c'est vrai pour toutes les maladies professionnelles, ce qu'on indemnise et ce qu'on reconnaît officiellement, c'est la partie visible de l'iceberg. Et chaque année, depuis le plan Juppé, c'est-à-dire depuis le plan Juppé, ça rappelle des vieux souvenirs aux plus anciens d'entre nous, c'est 1995, on a beaucoup marché à cette époque contre ce plan, et il a été mis en œuvre en 1997, et à partir de 1997, tous les 3 ans, il y a une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes qui est chargé d'estimer la sous-estimation des maladies professionnelles. Un point très important. Point très important, puisque ensuite, le Parlement, dans le cadre de ce qui est discuté aujourd'hui et qui fait débat, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, eh bien, le Parlement décide de combien la branche accident du travail maladie professionnelle va compenser la branche maladie pour toutes ces maladies qui ne sont pas reconnues et qui devraient l'être. Eh bien, s'agissant des risques psychiques, la commission, alors ça marche toujours par fourchette, elle estime que, et c'est pas vieux, c'est le rapport qui date de 2 ans, qui disent il devrait y avoir entre 46 000 et 136 000 cas par an, minimum 46 000, maximum 136 000 cas de pathologie professionnelle reconnue d'origine psychique. Donc vous voyez, d'un problème de 1800 cas, vous voyez que par rapport à ce qui devrait être, si on réparait effectivement ces problèmes-là, voilà ce que ça donne. Alors, beaucoup plus. Beaucoup plus. Et alors, si on précise du côté des cadres, des managers, je fais référence à l'enquête de l'APEC, qui est très récente sur la santé mentale. Et je vais parler de l'enquête de l'APEC, mais oui. Qui sont aggravants en tout cas. Oui, parce que c'est là où j'ai pas de désaccord avec Nicolas, parce que ce qu'il a présenté est juste par rapport aux cadres qui ont davantage de marge de manœuvre. Et dans l'enquête Sumer, effectivement, on peut dire que les items qui sont renseignés concernent moins les cadres que les autres salariés. Les cadres, et encore faudrait-il distinguer les cadres et là les managers. Les managers, c'est-à-dire des gens qui ont des fonctions hiérarchiques et qui encadrent des équipes. Tout à fait. Alors, dans les statistiques de la CNAM que j'ai épluchées avant de venir, c'est pas aussi simple que ça parce que près de la moitié des salariés, donc de ces 31 000 dont j'ai parlé, qui souffrent d'une affection psychique ou qui ont déclaré des accidents du travail d'origine psychique, il y en a près de la moitié qui ont le statut cadre et qui sont issus de professions intellectuelles, de direction ou de type cadre supérieur. 31% qui occupent un poste de directeur ou de cadre de direction et 16% qui sont des professions intellectuelles et scientifiques. Donc, oui, probablement que les cadres, et c'est ce que dit aussi l'APEC, et notamment ceux qui ont des fonctions d'encadrement, eh bien, il y a quand même aujourd'hui des problèmes qui rejoignent tout ce que Nicolas a raconté, et là, il n'y a aucune contestation sur ce qu'on voit dans ces consultations, parce qu'il y a d'autres consultations, évidemment, que celle du Créteil, il y en a dans chaque centre hospitalier universitaire, et donc on voit bien qu'il y a quand même un problème spécifique chez les cadres. L'enquête de l'APEC, que je vous recommande d'aller regarder, elle est accessible en ligne, 41% des cadres travaillent sous pression, versus 24% des non-cadres, 41% c'est pas rien quand même, un tiers d'entre eux déclarent des troubles fréquents, stress intense, anxiété, irritabilité, déprime, etc. Et puis, 9 managers sur 10 qui estiment avoir un rôle à jouer en matière de prévention et d'accompagnement, beaucoup qui considèrent que comme ils sont cadres, ils ont un exemple à montrer et donc c'est normal qu'ils travaillent longtemps et qu'ils soient surchargés. Donc, il y a une espèce de culpabilisation du « je suis payé pour faire ça, donc c'est normal
que je me charge la mule, si vous me permettez cette expression, 58% de managers qui disent ainsi parfois ressentir un sentiment de stress intense dans leur travail, ce qui est quand même pas rien. Donc voilà, si on parle des cas. Le tableau clinique ou le tableau statistique, pour pas empiéter sur les plates-bandes de Nicolas, il est quand même pas reluisant. Alors, si on regarde quand même dans l'origine de tout ça, il y a une enquête de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, qui est sortie début d'année 2025, sur les pratiques managériales dans les entreprises et les politiques sociales en France. Et c'est une enquête qui compare ce qui se passe en France par rapport à l'Allemagne, à ce qui se passe en Irlande, ce qui se passe en Italie et ce qui se passe en Suède. Et je vous livre les conclusions pour gagner du temps. Qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle dit que la France est particulièrement mal placée, c'est-à-dire qu'on est en queue de peloton par rapport à tous ces pays. Les pratiques managériales apparaissent très verticales et hiérarchiques. La reconnaissance du travail, qui est un item déterminant dans la qualité du management, est beaucoup plus faible que dans les autres pays de la comparaison. Et la formation des managers est très académique et peu tournée vers la coopération. Or, ce que dit la littérature internationale par rapport à qu'est-ce que c'est qu'un bon management. Un bon management, c'est un management, je lis ce qu'il y a dans le rapport, qui se détermine par un degré de participation des travailleurs important, d'une part, et la reconnaissance du travail accompli, d'autre part. Et donc, sur ces items-là, on n'est pas bon. Donc, effectivement, bon, après, vous allez me dire que je fais des raccourcis saisissants, mais c'est quand même pas étonnant si du côté du management, de la façon de manager, on reconnaît qu'il y a quand même un problème particulier en France, c'est pas bon. Et de l'autre côté, on reconnaît que il y a effectivement pas mal de cadres ou de managers qui rencontrent des difficultés. Nicolas a parlé des conflits éthiques, de ce qu'on appelle les conflits de valeurs. Je pense qu'effectivement, les cadres, ils ont cette double caractéristique que souvent, ils ne peuvent pas parler et ils sont isolés, donc ils ont peu de place pour échanger entre eux, parce que tout ce qu'ils vont dire sur ces sujets-là, ça va apparaître comme des difficultés et donc comme des faiblesses, et donc ça peut mettre en péril leur situation de cadre manager qui doit montrer l'exemple, on va dire. Et puis, ils sont souvent tiraillés, parce que souvent, notamment les managers de proximité, ils ont des grosses difficultés qui sont d'abord accaparées par entretenir la machine de gestion, c'est-à-dire faire du reporting en permanence, sans arrêt être en réunion, etc. Et c'est souvent pour recevoir des consignes qu'ils doivent faire appliquer à leurs équipes, sans du tout jouer le rôle de pouvoir accompagner leurs équipes sur tous les conflits du quotidien du travail, c'est-à-dire les difficultés entre le travail prescrit et le travail réel, les ergonomes ont quand même depuis 30 ou 40 ans bien renseigné, et tout ça fait que les cadres les managers en particulier, sont particulièrement tiraillés et sont en injonction paradoxale permanente, ce qui rend effectivement les choses extrêmement compliquées. Tout à fait. Merci François. Je vous repasserai la parole après. Je voudrais laisser la parole à Sylvain pour rester sur cette question du rôle des managers et des cadres. Et puis ensuite, on passera la parole à Laurence Théry qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Laurence et merci d'être parmi nous. Donc Sylvain Rossinel, vous êtes intervenant santé, sécurité, conditions de travail au cabinet Syndex, qui, je le rappelle, apporte une expertise aux représentants des salariés et vous accompagnez les CSE. Alors, en préparant cette table ronde, vous aviez envie de nous raconter, à la suite de François, qu'est-ce qui met en difficulté ces managers et quels sont les impensés de leur rôle, au fond. Oui, alors peut-être deux petits mots pour dire que nous intervenons, donc Syndex à la demande des représentants du personnel, donc dans deux situations, soit des situations de réorganisation, soit des situations de difficulté des organisations et des salariés. Et donc on intervient, on observe les organisations et les situations des salariés, et donc tous les salariés, cadres et non cadres, bien entendu. Et l'exercice, on va dire, qui nous est demandé, c'est de faire une démonstration de cause à effet entre quelles sont les causes organisationnelles, quelles sont les organisations qui vont avoir des effets en termes de conditions de travail et donc de risques professionnels ou de facteurs de prévention des risques professionnels et de santé au travail. Donc, c'est bien de faire cette démonstration de cause à effet, cause organisation, effet sur les conditions et la santé. Et une fois qu'on a fait cette démonstration, on peut apporter des propositions qui vont porter sur l'organisation du travail pour pouvoir favoriser les conditions de travail et la santé. Ce qu'on observe, donc moi, ça fait un peu plus de 15 ans que j'interviens à Syndex,
c'est que oui, les cadres vont mal. Alors, ils vont mal parce que aussi les organisations du travail vont mal avec ce phénomène qui a été démontré depuis très longtemps maintenant, hein, d'une plus grande productivité qui est demandée et qui est demandée notamment aux cadres de faire que leurs équipes aient une plus grande productivité. Donc, qu'est-ce qui explique hein, le constat? Et bien entendu, je partage ce constat de salariés en difficulté. Alors, je vais le faire très très rapidement, mais pourquoi les cadres sont en difficulté? Alors déjà, par la nature même de leur travail, hein, on l'a déjà dit, ils sont au carrefour d'injonctions qui sont parfois du prescrit ou des objectifs qui viennent d'en haut, et puis la réalité du travail qui résiste d'en bas, qui est celle des équipes qui sont confrontées à des aléas, sachant que le travail réel, il est toujours, et c'est normal, il est toujours différent du travail prescrit, parce que c'est trop compliqué de modéliser le travail. Donc le travail réel, il y a toujours un écart, et ce n'est pas une anomalie, l'écart réel, le travail réel sera toujours différent du travail prescrit. Donc ça, il y a déjà la nature du travail de cadre, qui le rend certainement intéressant, mais difficile aussi. La deuxième chose, c'est qu'on observe, nous, depuis quelques années, une plus grande délégation des directions vers les cadres, et donc une responsabilisation, ou plutôt une déresponsabilisation des directions vers les cadres, qui disent aux cadres, bah, vous êtes aussi le premier RH, ah bon, d'accord, et vous êtes aussi le premier responsable de la santé de votre équipe. On voit par exemple en ce moment un référentiel qui s'appelle Great Place to Work et qui met les cadres, les managers sous tension, puisque c'est un indicateur de bien-être théoriquement au sein des équipes. Les cadres sont mis en responsabilité ou en accusation, en tout cas quand les indicateurs de leurs équipes ne sont pas bons. On voit aussi, on l'a déjà dit, une lourdeur maintenant dans le management avec des KPI, des indicateurs, des entretiens, etc. à renouveler. Autre élément aussi, mais qui a été dit, c'est que les managers, il y a quand même une particularité par rapport à leurs collègues non managers, c'est que, un bon cadre, c'est intégré dans la culture du cadre, c'est celui qui n'a pas de problème, qui n'a que des solutions. Donc, il y a une forme d'autocensure dans les difficultés qu'on rencontre. Et puis, par ailleurs, les cadres aussi ne bénéficient pas d'un collectif de pairs, d'un collectif solidaire, parce que les cadres aussi sont potentiellement en concurrence par rapport à des postes à prendre. Donc ça, c'est le constat hein, des cadres qui sont mis en difficulté. Et en fait, on a une hypothèse, mais j'ai presque envie, alors le webinaire s'y prête pas tellement, mais si vous pouvez réagir dans le chat ou plutôt dans le question-réponse, c'est bien. Il y a peut-être une hypothèse, en tout cas, à faire, c'est qu'aussi les cadres sont mal outillés, ou plutôt, il faut dire que les directions outillent mal les cadres. On leur donne des mauvais outils et des mauvais discours pour pouvoir résoudre ces difficultés-là. Et donc, puisqu'ils ont les mauvais outils et les mauvais discours, ils vont mettre en difficulté les équipes et donc se mettre eux-mêmes en difficulté. Et quand on regarde un peu tous les discours qu'on entend aujourd'hui et tous les outils, j'ai l'impression, et on a l'impression ici à Syndex, qui repose aussi sur des postulats, des croyances managériales qui sont imposées comme des choses non discutées, qui sont un peu des impensés du management et qui sont faux. C'est-à-dire que je pense que ces postulats sont déjà au départ vérolent, on va dire, les outils et les discours. Alors, comme postulat, par exemple, c'est que dans l'entreprise, on vous dit que le changement, en tant que tel, c'est bien, c'est positif, c'est toujours positif, que tout changement est bon, que dans le changement, tout est bon. Et donc, on a des réorganisations permanentes et on a alors ce discours hein, qui est que… Alors, comment est-ce que ça se traduit dans le discours? C'est que les salariés, par exemple, auraient une résistance naturelle au changement. Ce qui n'est pas vrai. Hein. C'est-à-dire que quand on vous propose un changement pour le mieux, vous serez toujours preneur. Et puis, vous avez dû certainement en entendre parler, certains d'entre vous, ou même l'utiliser, ce qu'on appelle le U du changement, et qui postule, alors qu'il n'a vraiment aucune validité ni scientifique et ni même empirique, qui fait croire que tout changement passe par une période de résistance, puis d'acceptation, puis d'adhésion au changement. Et donc, ça met forcément les cadres en difficulté, parce que si dans mon équipe, personne n'adhère au changement, ben c'est moi en tant que cadre qui suis un mauvais cadre parce que je n'ai pas réussi à faire adhérer à un changement, alors que ça peut être un changement tout à fait néfaste pour les salariés. Autre, à mon avis, croyance ou postulat, c'est qu'un salarié performant, c'est un salarié qui est dans l'intranquillité, qui est dans l'inconfort. Donc, on l'entend, un discours, il y a cette expression qu'on entend en ce moment, qu'il faut sortir de la zone de confort. Donc, déjà,
c'est assez étonnant, hein. Moi, je rêverais parfois d'avoir des fiches de poste, ou au contraire, on recruterait des managers non pas qui sont pour le changement, mais pour la stabilité, et qui apporteraient non pas de l'intranquillité, mais au contraire de la tranquillité à pouvoir travailler correctement. Et cette intranquillité, elle est favorisée par exemple par les évaluations. Il y a quand même beaucoup de temps dans les entreprises qui est passé à évaluer les salariés et à les évaluer, alors non pas une fois dans l'année, mais il y a des entretiens intermédiaires, on fait des évaluations de 360 degrés, le salarié fixe lui-même ses objectifs. Et donc ça participe d'une intranquillité qui, soi-disant, rend le salarié plus productif. Alors peut-être à court terme, mais à moyen terme ou long terme, ça l'expose à des risques professionnels et donc, à mon avis, aux maladies dont on a parlé. Et puis, autre postulat aussi, hein, c'est qu'un salarié il pourrait toujours faire plus. D'ailleurs, il devrait faire plus. Hein, et donc, alors parfois même avec moins. On le voit, hein, on a des entreprises aussi où on a le droit à la prime ou l'augmentation de rémunération seulement si on est allé au-delà des objectifs. Donc, quand on a surperformé, comme on dit. Donc, la performance et l'atteinte des objectifs n'est pas suffisante pour atteindre la prime, il faut surperformer. Et quand nous, on a un entretien avec les managers, ils nous disent cette difficulté qui sont d'avoir une enveloppe fermée pour la reconnaissance salariale qui a son importance, hein, et avec ces objectifs de surperformance sans lesquels on n'aurait pas accès à la rémunération. Et puis peut-être, dernier postulat, et à mon avis qui est un peu sous-jacent à tous les autres. Donc, sur comment aller toujours plus, hein, c'est la question des objectifs. Hein. D'une année sur l'autre, on ne peut pas dire non, je vais faire aussi bien que l'année dernière. En général, il faut faire plus. Le dernier des postulats, c'est que la relation manager ou subordonné, ça doit être une relation verticale. Et que la personne que j'encadre, elle a besoin de moi en tant que manager pour se révéler. Donc là, on entend cette expression horrible, enfin, excusez-moi, j'ai failli dire horrible, mais tant pis, je l'ai dit parce que vous m'avez entendu le dire. On entend cette expression qui est je fais grandir mon équipe ou je te fais grandir. Voilà. Je trouve ça gênant parce que c'est très vertical et c'est très dominant. Alors, pourquoi, de notre point de vue, ce sont pas des bons outils? Alors, une fois encore, je le répète, hein, ce n'est pas des bons outils pour sortir d'une situation impossible dans laquelle les directions mettent les managers. Hein. Donc, ils sont victimes de ces situations-là, on ne leur donne pas des bons outils. Ça les met en difficulté parce que, de notre point de vue, et je pense que ça peut peut-être arriver, mais peut-être que je ne sais pas s'il faut qu'on arrive sur les pistes pour pouvoir changer les choses ou si c'est après que Laurence Théry ait pris la parole. Mais ce qu'on voit, nous, en entretien, en expertise, ce que les salariés identifient comme des bons managers, on va dire, c'est parfois les managers résistants. Donc finalement, c'est les managers qui font de la résistance au changement. Et c'est ces managers qui parfois sont plébiscités parce que c'est eux qui font tampon, qui font pare-choc entre cette pression de productivité qui vient d'en haut et les nécessaires marges de manœuvre, les nécessaires marges d'autonomie dont a besoin l'équipe. Et c'est ces managers-là. Le problème, c'est que c'est au prix, ça a un prix important pour leur santé, puisqu'ils essaient de protéger les équipes. Et puis, on entend aussi souvent ce mot de reconnaissance, hein, qui, moi, d'ailleurs, me gêne un peu, parce que je trouve que c'est aussi un peu ce rapport asymétrique, déséquilibré de récompenser. Et je pense que la reconnaissance, c'est ce que les salariés nous disent, hein, attendent des managers, est-ce que les managers essaient d'apporter aux équipes. C'est du soutien, c'est de donner les moyens de réaliser un travail. En tant que manager, je suis en soutien de mes équipes, j'essaie d'être en soutien de mes équipes pour les mettre en capacité de réaliser le travail. Et je pense que c'est la reconnaissance en fait qui est attendue par les salariés. Merci beaucoup, Sylvain Rossignol. Je vais passer la parole à Laurence Théry. Avant ça, je vous demande si elle peut nous entendre. Est-ce que son micro est branché? Bonsoir, Laurence. Alors, Laurence Théry est sociologue du travail. Et si je voulais lui passer la parole, c'est parce qu'elle a piloté il y a une quinzaine d'années maintenant la vaste recherche-action qui s'intitulait « Le travail intenable ». Et on avait envie de lui demander, à partir du constat, comment est-ce que
ce constat aujourd'hui, sur quoi est-ce qu'on a avancé? Est-ce que les organisations du travail ont avancé sur cet enjeu? Alors, Laurence ne nous répond pas, mais on reviendra auprès d'elle. Je vais repasser la parole à François Derriot autour des outils, autour des moyens. Comment est-ce que 15 ans après ce constat qui perdure, où est-ce qu'on en est? Comment lutter efficacement contre les risques psychosociaux et leurs effets? Et il y a à la fois un enjeu de santé, de politique publique, et puis en même temps, on part bien des enjeux qui sont professionnels liés à l'entreprise. Donc, comment est-ce que ces deux pendants s'articulent? Alors, je sais pas d'abord s'il s'articule. Enfin, il pourrait s'articuler, c'est sûr. On pourrait avoir une politique publique qui encourage effectivement, réellement, d'autres formes de management. Je vous renvoie au rapport de l'IGAS dont je parlais tout à l'heure, parce qu'ils proposent effectivement un certain nombre de choses, même si eux ne souhaitent pas modifier la loi. Ils souhaitent que ce soit davantage, parce que dans les exemples étrangers, allemands et italiens, c'est pas forcément par les modifications de loi qu'on y arrive, surtout en matière de risques psychosociaux. Je sais pas on peut interdire un produit chimique, mais on ne va pas interdire le travail, donc on ne voit pas très bien comment c'est possible de passer, de faire des lois là-dessus. En revanche, on peut encourager, inciter et avoir un certain nombre d'outils. Moi, j'en vois trois en ce qui concerne les politiques publiques. Bon, d'abord, j'ai parlé tout à l'heure de la création d'un tableau de maladies professionnelles sur la dépression professionnelle. Je pense qu'il faut quand même en passer par là. Ça manque et ça complique la réparation pour les gens. Et donc, et ça, c'est bien de la responsabilité des pouvoirs publics et secondairement des partenaires sociaux, mais d'abord des pouvoirs publics. Il faut créer un tableau de maladies professionnelles sur la dépression. Ça permettra quand même d'avoir une plus juste visibilité du phénomène massif dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, et je pense que Laurence en parlera, moi je reste persuadé qu'il faut, je parlerai de l'article L4121-1 du Code du travail, mais je ne veux pas dévoiler le sujet de Laurence. L'article L4121, c'est l'article, ce qu'on appelle les principes généraux de prévention. Et on est un certain nombre d'experts, de militants, de syndicalistes à penser qu'il y a 9 principes généraux de prévention et qu'il en faut un 10e, c'est l'obligation d'écoute des travailleurs, et on pense même qu'il devrait arriver en tête, l'obligation d'écoute des travailleurs sur leur travail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier le travail sans quand même avoir pris l'avis de ceux qui le font. Et ça, c'est extrêmement important, et lui donner la portée d'un principe général de prévention, ça serait quand même une manière d'obliger les entreprises à ne pas agir par le haut, mais à prendre en compte quand même ce qui se passe un peu en bas. Enfin, priori. Oui, bien sûr. Non, mais il y a une directive comme ça par rapport à la fonction publique où c'est bien dit qu'il faut, etc. Mais c'est inopérant. Et donc, par rapport à ce que tu dis, moi, les choses qui me posent question, c'est tous les appareils de contrôle pour obliger à appliquer le Code du travail, y compris les principes généraux de prévention, alors que c'est appuyé par la jurisprudence. N'existe pas. L'inspection du travail est complètement désuétude. D'accord. Enfin, bon, etc. On verra dessus. On peut rajouter du droit, mais s'il n'y a pas l'application du droit, on dit souvent, si on appliquait le Code du travail comme le Code de la route, il y aurait peut-être moins de risques. Mais ça m'amène. Non, mais c'est très bien parce que ça m'amène après au point que je voulais développer sur les acteurs de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et là, j'ai un point qui répond un peu à ta remarque. Et puis, moi, mais si on reste au niveau macroéconomique de ce que peut faire l'État, je pense que compte tenu de la situation, non seulement des risques psychosociaux, chez les managers, mais d'une manière générale, que ce soit la pénibilité, que ce soit les troubles musculo-squelettiques, que ce soit tout ça, je rappelle juste un chiffre. En 2023, c'est le bilan, c'est pas moi qui le donne, c'est le bilan de la Direction générale du travail du ministère, il y a eu 140 000 inaptitudes médicales prononcées. Et 95% des inaptitudes se traduisent par des licenciements. Bon. Et on sait que plus on va reculer l'âge de la retraite, plus ce chiffre-là va monter. Alors, à un moment, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas travailler plus longtemps, c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils auront du mal à terminer leur carrière professionnelle. Donc, à un moment, est-ce qu'on prend le taureau par les cornes? Et moi, j'ai une solution toute faite, que j'ai défendue dans une tribune dans le Monde il n'y a pas longtemps. Je pense qu'il faut fixer des objectifs chiffrés à la négociation collective, notamment s'agissant des licenciements pour inaptitude. Il faut dire aux partenaires sociaux, on vous demande, vous trouvez les moyens, mais on vous demande
de réduire les licenciements pour inaptitude, tout ça, et d'avoir des objectifs chiffrés. À eux de trouver les moyens. Et s'ils n'y arrivent pas, ben, c'est à la puissance publique de reprendre la main là-dessus et de dire ben, on va faire ça. Par exemple, on va interdire le licenciement pour inaptitude à partir d'un certain âge. Là, au moins, on y verra un peu plus clair. Après, ça, c'est la question des pouvoirs publics. Mais il y a la question de qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise compte tenu de ce qu'est la loi aujourd'hui. Parce qu'un mal français, c'est quand même de dire on ne peut rien faire parce qu'on n'a pas la loi avec nous. Alors, la loi n'est pas terrible. Et puis surtout, il y a eu des reculs extrêmement importants. Il faut quand même le reconnaître, surtout ici à Syndex. La disparition des CHSCT, ça n'a pas été une avancée terrible. La disparition du dispositif de pénibilité, ce qu'on appelle le C3P, le compte personnel de prévention de la pénibilité, on ne peut pas dire que ça a été une invention heureuse. Tout ça, c'est les ordonnances travail de l'arrivée de Macron en 2017. On ne peut pas dire que ça a été bénéfique pour la santé au travail. Donc, bien sûr qu'il y a des lois qu'il faudrait changer, des choses qui continuent d'handicaper durablement la prévention des risques professionnels. Et moi, je pense vraiment que déjà, avec les lois existantes, il y a des tas de choses à exploiter et qui ne sont pas suffisamment exploitées par les partenaires sociaux dans l'entreprise et par les représentants du personnel élus au CSE et dans les CSSCT. Alors, je donne des grandes lignes, mais je ne voudrais pas que ça apparaisse, je les verse au débat, parce que c'est Derriot qui pense ça, ce n'est pas une vérité absolue, c'est le fruit de tout un tas d'enquêtes, de participation, et ce n'est certainement pas des leçons qu'il faut donner à la terre entière, ça mérite juste d'être discuté. Pour moi, je crois, et je l'ai vécu, parce que avant ou pendant que j'étais au Prud'homme, et j'ai vu beaucoup de licenciements pour inaptitude, beaucoup de problèmes de risques psychosociaux à l'origine de problèmes de licenciement, mais j'ai été aussi syndicaliste, j'ai été aussi secrétaire de CHSCT, et il me semble qu'il y a des choses qu'on peut exploiter mieux que ce qu'on exploite aujourd'hui. Moi, il me semble que il faut faire des expositions aux risques psychosociaux un sujet d'échange avec les salariés. Dans l'entreprise, et c'est encore plus vrai pour les cadres et les managers, c'est des sujets tabous dont on ne parle pas. On n'en parle pas, mais personne n'en parle. Et si les élus de CSE n'essayent pas d'écouter ce qui se passe, ne vont pas régulièrement voir les gens, ne créent pas un climat propice à la discussion, à l'échange sur les difficultés du travail, il n'y a aucune raison que naturellement les gens viennent parler des difficultés qui génèrent des risques psychosociaux, qui génèrent de la souffrance. C'est un sujet qui est très compliqué à expliquer, la sphère psychique, et souvent qui est présenté, alors encore plus depuis qu'on a fait de la santé mentale la priorité 2024, qui est surtout présenté comme un problème individuel. C'est des gens qui sont fragiles. Et donc, comme personne n'a envie dans l'entreprise, à commencer par les managers, comme apparaître comme des gens fragiles, donc en situation de faiblesse, eh bien évidemment, naturellement, ça ne se fait pas. Sauf si on essaye de dégager des espaces pour que ça se fasse. Et notamment du fait d'en parler, et d'en parler beaucoup, et de dire, de nommer les conditions de travail dès qu'on voit que ça ne va pas, de nommer les difficultés. Par exemple, la surcharge de travail chronique dans un service. Il faut en parler. Il faut en faire des sujets de CSE, les mettre à l'ordre du jour, surveiller. Je pense qu'il faut obliger le médecin du travail à intervenir. Alors, quand je dis ça, tout le monde dit, mais comment on peut obliger le médecin du travail à intervenir? Ben, si, c'est possible. Déjà, on va le voir. On demande un rendez-vous et on dit, docteur, on sait que dans tel service, il y a des difficultés. On sait qu'il y a des problèmes de surcharge chronique. On sait qu'il y a des méthodes de management qui ne vont pas bien, etc., etc. Premièrement. Et ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que tous les salariés qui ne vont pas bien, il faut absolument qu'ils aillent chez le médecin du travail. Donc, il faut les envoyer chez le médecin systématiquement. Souvent, le médecin, il n'est pas au courant qu'un salarié ne va pas bien. Il ne le sait pas. Je vais te couper, François, parce que tu es passionné par le sujet. Juste un dernier point. Vas-y. Je pense, parce que j'ai vu une question passer dans le chat là tout à l'heure, oui, en parlant des médecins traitants. Tout à fait. Un truc, moi, que je recommande systématiquement, quand les gens ne vont pas bien, un, d'aller voir le médecin du travail, mais deux, quand ils vont voir leur médecin ou le médecin psychiatre, c'est de faire écrire le médecin psychiatre au médecin du travail et de demander que ce courrier soit mis au dossier médical de la personne. Quand vous avez 3 ou 4 personnes dans un même service, ils vont voir le médecin du travail et pour lequel le médecin du travail reçoit des courriers du médecin traitant ou du médecin psychiatre, il est un peu obligé d'intervenir.
Alors, je vais revenir sur cette question en amont de la prévention, sur la qualité des échanges et l'importance de la parole, de la mise en discussion de l'activité et des conditions d'activité avec Laurence Théry. Laurence, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Tout à fait, merci et merci de Super. vous connecter. Vous êtes sociologue du travail, hein, et ancienne responsable de l'âge de l'ARACT dans les Hauts-de-France. Et puis vous avez piloté, je l'ai cité, une grande enquête, Le travail intenable. Il y a une quinzaine, peut-être il y a quasiment presque 20 ans, de qu'est-ce qui a avancé depuis dans le constat que l'on partage depuis une heure, et puis qu'est-ce qui devrait avancer. Vous vous attachez une grande importance aux pratiques d'écoute comme pratique managériale. Oui, alors sur les éléments de contexte, vous avez déjà sans doute dû pas mal discuter avant que je n'arrive des éléments de diagnostic. Et je dirais que vis-à-vis de l'intensification du travail, ce qui a évolué négativement, c'est l'individualisation du rapport au travail et de la façon dont les entreprises, finalement, traitent de façon individuelle avec chaque salarié, en laissant de côté le collectif de travail. Et cette individualisation, elle a fragmenté les collectifs, mais aussi elle a rendu assez difficile l'action syndicale. Et quand on replace la question de l'écoute du travail au cœur finalement de la prévention, mais aussi de la performance en fait, hein, ben, on se heurte à cette individualisation du travail voilà, qui vraiment, vraiment pénalise le travail syndical. Une autre évolution que je note, et qui est très documentée aussi par de nombreuses études, c'est ce que François Danielou a appelé le silence organisationnel. C'est-à-dire que l'organisation du travail, les pratiques managériales sont telles que plus rien ne remonte en fait en termes de problématiques de travail. Et ça crée des organisations extrêmement dangereuses, puisque le réel du travail ne remonte pas, les problématiques ne remontent pas. Et donc, voilà, la hiérarchie ne peut pas se saisir des problèmes et les salariés, finalement, face à ce silence des organisations, ben, gèrent comme elles peuvent dans une espèce de solitude, de solitude qui génère, encore une fois, ce dont vous avez, j'imagine, abondamment parlé, des risques psychosociaux. Alors, moi, je voudrais revenir sur justement cette recherche-action qui avait démarré à la CFDT il y a 20 ans maintenant. Il y avait un exemple assez emblématique que moi j'aime bien rappeler et qui illustre cette importance de l'écoute, mais de l'écoute pour le manager, pour les représentants du personnel, mais aussi pour le salarié lui-même. Et cet exemple, c'est ouais, je suis désolée si vous l'avez déjà lu justement dans la revue de CFDT Cadre, mais c'est l'exemple des œufs-mimosa. Donc, Oui. c'est un Il est exemple très donc dans une intéressant. cuisine. Comment? Il est C'est très l'exemple intéressant. Allez. dans une cuisine scolaire, on a une cuisinière hein, expérimentée qui travaille depuis 15 jours sans sa seconde. Et voilà, donc il y a un contexte de sous-effectif et elle fait face. Et puis jusqu'au jour où arrive un menu, le menu du jour où elle doit faire des œufs mimosa. Et là, elle appelle sa hiérarchie et elle dit là, il faut m'envoyer du renfort, j'y arriverai pas. Parce qu'effectivement, il y a une butée temporelle, il faut servir le repas au moment où les enfants arrivent déjeuner à la cantine. Donc elle dit, je n'y arriverai pas. L'encadrement dit, qui est loin, hein, qui n'est pas sur le site, hein, qui est donc à distance, lui dit, mais si, voilà, les œufs mimosa, c'est simple, tu vas y arriver. Et là, elle s'effondre. Elle s'effondre, voilà, elle est dans l'incapacité de travailler et voilà, la journée se termine pour elle, en fait. Et elle sollicite une représentante syndicale qui va essayer, justement, en l'écoutant, de dénouer, à la fois pour elle, mais aussi pour le manager, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui,
elle n'a pas réussi à faire le menu alors que tous les jours, elle y arrive. Voilà, c'est dur, mais elle y arrive. Et donc, dans cette écoute, il y a aussi une façon de questionner, de dialoguer et de permettre l'expression autour de ce qui s'est joué ce jour-là dans son travail. Et alors, en dépliant cette activité, finalement, qui est obscure pour elle-même, hein, elle dit, voilà, pour les œufs mimosa, on peut se contenter de couper les œufs en deux et de mettre sur chaque moitié une cuillerée de mayonnaise. Mais moi, j'enlève les jaunes, je les mélange avec de la mayonnaise et un peu de thon, puis je regarnis les œufs. Et là, on se dit, mais pourquoi elle se complique la vie? Pourquoi se compliquer la vie? Et finalement, elle va jusqu'au bout de sa pensée. Elle dit, moi, je passe derrière les tables à la fin de cette entrée et je vois que bah, ma recette, elle plaît et que les enfants mangent. On est dans une commune, voilà, où les enfants, parfois, elle dit, n'ont qu'un seul repas par jour. Et donc, c'est hyper important pour elle que les enfants mangent. Et en fait, à travers cet exemple, on voit que euh, bah, voilà, les salariés font des améliorations par rapport à ce qu'on leur demande et que ces améliorations, c'est pas des lubies en fait, c'est orienté vers, en l'occurrence, une dimension éthique, faire en sorte que les enfants mangent, et puis accessoirement aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de gâchis, parce que ça aussi c'est une préoccupation des salariés, le gâchis. Et donc, elle se contente pas, cette cuisinière qui a un CAP cuisine, elle se contente pas de la recette de base. Elle fait en sorte, elle développe sa recette et dans l'optique que les enfants mangent. Et donc on comprend que son métier, c'est pas de faire des repas. Faire des repas, ça l'intéresse pas. Son métier, c'est de faire en sorte que les enfants mangent. Et donc on voit bien que si on n'est pas à l'écoute de ce qui motive les salariés, de ce voilà, de ce qui leur tient à cœur, de ce qui fait que bah, on reconnaît les œufs mimosa de cette cuisinière-là, parce qu'elle les fait d'une certaine façon qui est la sienne. Et ben voilà, cette valeur ajoutée est invisible et on ne comprend pas les problématiques de santé et on ne comprend pas non plus les enjeux de performance. Cet exemple, il montre bien les deux. Il montre à quel point faire un travail qui a du sens pour elle et pour la collectivité aussi, hein, eh bien, ça préserve sa santé et à la fois, ce travail-là, qualitatif, bien, ça préserve aussi la, la performance parce que jeter des tonnes et des tonnes de nourriture dans une cantine, c'est pas du tout voilà, satisfaisant. Donc là, cet exemple qui pour moi est loin d'être anecdotique, montre à quel point on a besoin à la fois de managers qui savent écouter et à la fois de syndicalistes, de représentants du personnel aussi, qui savent écouter dans le sens de déplier ce qui s'est réalisé pour les salariés. Je m'arrête là ou je continue? Non, non, c'est très clair parce que en vous entendant, on comprend bien que cette souffrance de ne pas pouvoir être reconnu comme un acteur de son travail, hein, comme dit un autre sociologue, le travailleur, c'est celui qui donne chair, qui incarne la prescription. Et si on n'est pas reconnu comme tel, on peut en souffrir. Je vais laisser la parole à la salle avec quelques questions, hein. Je passe la parole à Alexandre. Est-ce qu'il y a est-ce que vous pouvez nous faire remonter par quelques grandes questions auxquelles on pourrait répondre? Oui, bien sûr. Alors, il y a des questions qui concernent à la fois la prévention dans l'entreprise, la prévention contre le burn-out et l'usure dans sa fonction de cadre, et aussi les questions de réparation. Et je vais commencer par la question de réparation. Donc, on nous pose la question de savoir comment, peut-être une question pour Nicolas, comment se réconcilier dans son métier de cadre une fois qu'on a subi un burn-out, quel est le chemin de la réparation. Ensuite, on a des questions donc plutôt sur les facteurs de risque. Il y a plusieurs questions qui renvoient à la question du forfait jour. Comment le forfait jour en fait contribue
à la détérioration des conditions de travail des cadres ou à l'intensification du travail. Plus généralement, il y a des questions qui ont à voir avec la façon de se saisir des questions de santé au travail au moment où les directions proposent des organisations ou de réorganisation. On a un petit peu abordé la question de la participation des salariés, de les impliquer dans les choix de réorganisation. Est-ce que ce serait une solution pour éviter les contraintes ou limiter les contraintes dans l'organisation et faire en sorte qu'elles soient plus appropriables par les salariés. Et enfin, il y a quelques questions qui renvoient au lien qu'ont les salariés avec la médecine du travail dans l'entreprise. Je pose la question parce qu'elle revient suffisamment régulièrement. Quand on se sent vulnérable dans l'entreprise, fragilisé, certains de nos auditeurs disent que c'est difficile de s'adresser au médecin du travail dans la mesure où il est salarié et on comprend une sorte de défiance par rapport à cette fonction. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette inquiétude? Merci, Nicolas Sandré. Est-ce que le chemin de réparation, c'est le bon terme? Oui, c'est un bon terme, oui. Je crois enfin, d'abord, ça va dépendre de chacun, hein. Mais très souvent, on voit à la consultation, quand les gens viennent avec un état enfin, vraiment très, très déprimé, le fait de pouvoir relater, se replonger dans le travail quand ça allait bien, c'est-à-dire d'écrire vraiment précisément, ce qui peut être très long, le travail réel, et d'être entendu après par un professionnel dans l'histoire de la dégradation du travail. Mais ce qui est très important, c'est effectivement de rappeler, enfin, de leur renvoyer l'histoire que, en fait, s'ils ont décompensé, c'est pas une fragilité, hein, que c'est en fait une sorte de normalité, hein, que pour pas, dans les conditions en général qu'ils décrivent, ne pas décompenser, ça serait anormal. Donc, ça veut dire c'est une normalité psychique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, souvent, on arrive à montrer, en fait, qu'est-ce qui a été le déclic de la décompensation, c'est-à-dire pourquoi, à un moment donné, en fait, alors, pour ceux qui ont été maltraités, qu'est-ce qui, à un moment donné, a déclenché ce facteur-là? Et bien, tout d'un coup, ça prend du sens, et c'est souvent parce qu'ils ont tenu une manière de travailler, donc ils ont résisté parce que pour eux, c'était la manière qu'ils connaissaient, c'était une manière de faire du beau travail, hein, ou même pour défendre leurs adjoints. Après, souvent aussi, c'est par exemple quand il y a une intensification, quand ils ont pris beaucoup de travail, c'est souvent par rapport à leur conscience professionnelle pour arriver à que le travail se fasse et que ce soit du beau travail. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont pas voulu mégoter sur la qualité du travail qui sortait de leur service, etc. Ils renoncent. Oui. Et ça, c'est une fois qu'ils ont compris ça, c'est qu'il y a des mots qui sont mis dessus. Alors, ils nous disent aussi, c'est que souvent, le fait d'être avec un professionnel qui les entend et qui renvoie cette image positive, un peu de résistant finalement, hein. Souvent, je leur dis, ouais, vous êtes des résistants, hein, et c'est l'entreprise qui n'a pas joué son rôle, hein, à tous les niveaux. Ça, c'est très important. Et puis parfois, mais ça dépend des cas, hein, effectivement, je oriente vers des psychologues du travail, non pas c'est pour comprendre quels étaient les enjeux psychiques du travail pour eux et pour qu'ils puissent mieux intégrer le fait qu'effectivement, là, ils se sont heurtés à quelque chose d'anormal. Mais ça a une résonance. On va travailler avec ce qu'on est, donc ça a forcément une résonance avec notre histoire. Et parfois, c'est important de construire, de comprendre avec quoi ça résonne son histoire. Positivement, ça peut être très positivement. Mais souvent, parce qu'il y a souvent un désarroi très profond, hein. C'est des gens souvent ils sont donnés, ils ont une notion de justice, ils ont une notion du bien, du mal, du juste, l'injuste, etc. Et tout d'un coup, ce qui leur arrive, c'est comme une inversion de toutes ces valeurs-là, hein. Et travailler avec un psychologue, c'est aussi pouvoir reprendre ces valeurs-là comme des valeurs sûres et qu'il faut bien garder et qui sont leur force aussi, hein. Et les renvoyer à leur conscience professionnelle. Du coup, ça les renforce. Enfin, et puis bon, on voit bien que les gens, du coup, ils arrivent à repartir. Après, juste, il y a des dispositifs actuellement, hein.
qui sont mis en place par la sécurité sociale, par exemple le programme sur la prévention de la désinsertion professionnelle, qui permet, on a contacté avec une assistante sociale de la sécurité sociale, qui permet pendant son arrêt de faire un travail de bilan, éventuellement de bilan de compétences, mais également une formation si les gens ne veulent pas reprendre du travail, enfin leur travail. Merci. Sylvain, je vous vois réagir. Oui, pour rebondir sur la question du forfait jour, c'est la question du forfait jour et aussi de l'hyperconnexion, parce que bien entendu on peut retravailler le soir quand on est cadre, surtout que quand on est cadre, c'est difficile en fait de trouver une bonne distance par rapport au travail, parce que trouver une bonne distance, c'est aussi se sentir moins en soutien de son équipe. Donc c'est pour ça qu'on observe des cadres qui apporte une mauvaise réponse à une bonne question. C'est-à-dire que la bonne question, c'est comment faire face à une surcharge de travail, à des moyens qui ne sont pas donnés. Et la mauvaise réponse, c'est d'être dans un surinvestissement qui aboutit à un épuisement professionnel et avec des cadres qui s'épuisent, qui finissent parfois par faire même des fautes professionnelles, juste des tours de riz ou par épuisement, et qui conduisent à un désaveu professionnel, donc à une sanction, ce qui est quand même vraiment vécu et à juste titre comme une grande injustice. Donc, une fois qu'on a posé ça, une fois encore, c'est des salariés qui sont mis dans ces situations par les organisations du travail et par leur employeur. Ça veut dire aussi que les solutions, elles sont à trouver avant tout du côté de l'employeur, et c'est sa responsabilité, il ne faut pas l'oublier, de préserver la santé des salariés, de préserver la santé de tous les salariés, bien entendu, des cadres. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme piste, et ça va répondre aussi à une des questions du chat. Alors, déjà, il faudrait pouvoir permettre à des salariés de ne pas devenir nécessairement manager pour progresser dans l'entreprise, parce que malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, il faut passer par la case manager pour être reconnu. Donc, et on pourrait imaginer d'ailleurs d'abandonner son poste de manager pour avoir un poste d'expert dans son entreprise si la charge de management est trop élevée. Aussi, et c'est toujours du côté de la responsabilité de l'employeur, c'est que les services RH, ils devraient être en soutien des managers. De plus en plus, les services RH maintenant sont des services juridiques. Ce sont des personnes qui ont des formations juridiques et pas des formations RH, de compétences, d'accompagnement des salariés dans leur parcours professionnel. Et donc, ils sont très démunis, les managers, et les services RH ne sont pas un appui. Et puis, et c'est encore de la responsabilité de l'employeur, il devrait promouvoir un management qui est plus coopératif, plus horizontal. On devrait pouvoir parler du travail, il devrait y avoir des controverses sur le travail et on devrait pouvoir organiser ces espaces-là. Et ça, les employeurs aujourd'hui sont réticents. Et l'enquête de l'IGAS qui compare l'Allemagne, par exemple, et la France le montre, c'est que on a une culture qui est trop verticale du management. Et puis enfin, peut-être aussi une autre piste, et c'est de nouveau de la responsabilité de l'employeur. Il ne faut pas envoyer les cadres, enfin de mon point de vue, vers des histoires de coaching, par exemple, qui sont une sorte de soutien individuel qui est en dehors de la situation de travail. On ferait mieux de former, mais de former tout le monde. Il y a un article qui est sorti dans Le Monde lundi, je crois, aussi sur tous ces étudiants qui sortent des écoles de commerce, mais on pourrait dire la même chose des écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de formation aux sciences sociales pour avoir un management qui favorise la coopération, le dialogue, et ça aiderait les managers à pouvoir mettre en place des solutions et d'avoir les équipes qui seraient en soutien des managers, enfin les managers qui seraient en soutien des équipes, et aussi les équipes qui deviendraient en soutien des managers. Et quand on le voit, et nous on l'observe, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises situations dans les entreprises, même si Syndex, on nous appelle dans une situation difficile, quand il y a de la coopération, ça fonctionne mieux, y compris pour les managers. Et tout dernier mot, qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a une réorganisation ? Il faut juste rappeler qu'il y a un article du Code du travail qui dit que quand il y a un projet important de réorganisation, le CSE doit être informé et consulté, et donc l'employeur doit recueillir l'avis du CSE, des représentants du personnel, et les représentants du personnel, face à un projet qu'ils trouvent complexe, ils peuvent faire appel à un expert habilité, comme Syndex. Et ce qui nous est demandé dans le cadre d'une réorganisation, c'est de comprendre la situation d'aujourd'hui, le travail réel, de comprendre le projet qui est dans les cartons de l'employeur, et de faire un pronostic de ce que le projet va produire, soit positivement ou soit négativement en termes de conditions de travail et de réalisation concrète du travail. Et nous, Syndex, une fois qu'on a fait cette démonstration, on fait des propositions, et notre travail s'arrête là, puisque l'objectif est bien de favoriser le dialogue au sein du CSE entre les représentants du personnel et la direction. C'est bien l'esprit de la loi. C'est aussi l'esprit de Syndex et je crois de nous tous autour de la table. Il faut pouvoir parler du travail, il faut favoriser ces lieux de dialogue
pour pouvoir améliorer les situations de travail et améliorer par là même les situations des managers. Merci Sylvain, on reparlera juste après avec Laurent sur cette importance de la qualité de l'écoute. François Derriot, je vous repasse la parole. Juste par rapport à ce que vous venez de dire, je crois aussi, c'est de demander au cadre de se pencher sur le travail réel des salariés avant de prendre la direction, quoi. C'est peut-être une première étape, essayer de comprendre comment les salariés travaillent réellement. Oui, alors je pense que quand on parle des managers, en tout cas, ils peuvent pas très longtemps ignorer la réalité du travail qui est celle des équipes qu'ils encadrent. Souvent, c'est quand ça vient de plus haut que là, et je vous rejoins complètement, où on a des objectifs qui sont irréalistes, par exemple, et qui sont posés au cadre. Et donc, c'est là où on voit il y a un aspect irréaliste. Alors, c'est vrai qu'après, dans des stratégies de défense qu'on peut avoir, on peut avoir des cadres qui vont ignorer ou tourner le dos à la réalité du travail, parce que de toute façon, ils s'aperçoivent que c'est vraiment pas possible d'atteindre les objectifs. On le voit malheureusement parfois dans les hôpitaux, et qui vont faire du management par les indicateurs, en se disant, débrouillez-vous pour que les indicateurs soient bons, et sans faire du management de proximité. Et malheureusement, ça, c'est une réaction de défense, mais qui ne fonctionne pas longtemps. L'importance, Laurence Théry, de cette écoute attentive, réelle, ou l'écoute du travail réel, on va dire plutôt. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment. Alors, vous en avez peut-être parlé, mais un avis du CESE, un avis récent du CESE d'il y a quelques années, je crois que dans le chat, quelqu'un l'a évoqué, propose de faire de l'écoute du travail, hein, un principe général de prévention. Vous savez que dans le Oui, Code du François, travail, il parlez. y a 9 principes généraux de prévention. Vous en avez parlé? Je veux pas Oui. redire si c'est... Ouais, voilà. Et de faire de l'écoute le premier, en fait, parce que, on l'a dit, c'est pas de l'écoute voilà, empathique, bienveillante. Enfin, c'est une écoute qui permet à chacun d'élaborer et de comprendre, Nicolas Sandré l'a dit, de comprendre ce qui se joue pour soi. Et moi, je vois quand même un rôle majeur des représentants du personnel dans la mise en œuvre de cette écoute, euh, qui devrait s'accompagner aussi d'une réflexion sur les sur les postures syndicales. Moi, je vois quand même trois grands axes potentiels de travail syndical qui se dégagent autour de cet enjeu d'écoute du travail euh, et qui pourrait se mettre en œuvre hein, dans les entreprises. Le premier, c'est de faire de cette... c'est de pouvoir négocier dans l'entreprise un cadre dans lequel pourra se développer ce dialogue professionnel. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre juridique qui le permet. Euh, et tout ça en tenant compte aussi de la relation déséquilibrée entre le manager et son équipe, en lien avec avec le principe de subordination. Mais donc, une des premières étapes, c'est quand même de négocier un cadre pour cette écoute. Le deuxième axe de travail pour les syndicalistes, il me semble, c'est justement de s'appuyer sur ce qui va ressortir de ces temps d'écoute entre le manager et son équipe, de s'appuyer sur ces comptes rendus de pré-enquête, voilà, pour retourner voir les salariés, reprendre la discussion avec eux individuellement et collectivement, et se servir de cette formalisation comme point d'appui pour élaborer un propos collectif sur une situation concrète, de façon à ce que ce soit pas monsieur ou madame Untel qui a un problème dans le travail, mais que ce soit un collectif qui porte un point de vue sur la situation. Et là, effectivement, ça demande quand même un changement de posture syndicale, puisque traditionnellement, et j'en parle librement voilà, avoir travaillé longtemps avec des syndicalistes et en être une moi-même, euh, en général, les syndicalistes, ils ont plutôt tendance à aller voir les salariés pour leur dire des choses, voilà, dans un registre plutôt euh, de connaissances à transmettre, d'informations à transmettre. Et là, finalement, la posture d'écoute, c'est un peu l'inverse. Il s'agit de dire, mais moi, voilà,
je ne connais pas ton travail. Face à cette situation, explique-moi comment tu vis les choses, comment tu vois les choses. Euh, et donc, ce travail d'élaboration dont j'ai parlé avec les œufs mimosa. Et aussi, il y a aussi comment dire, une ingénierie de l'écoute à construire pour les syndicalistes, parce que ce qui va d'abord sortir quand on écoute, c'est toutes les difficultés et les difficultés formulées sous un angle assez général qui permet pas d'attraper le détail, comme on l'a vu avec cette cuisinière tout à l'heure. Et donc, il y a une formation, je pense, à l'écoute qu'on devrait développer chez les managers, bien sûr, mais aussi chez les syndicalistes, pour se réapproprier cette matière qui est un levier vraiment important de transformation du travail. Et puis le troisième, En cours. comment? Et puis C'est en cours. le Vas-y. troisième axe de travail pour les syndicalistes, ce serait à réintroduire dans les instances, dans le CSE, dans la commission HSCT, s'il y en a une, ce travail d'élaboration collective avec les salariés. Et donc de porter dans l'instance une élaboration sur une difficulté, sur une situation de travail complexe qui pose problème, qui ne soit pas simplement, bah voilà, il y a un problème, mais avec toute une élaboration collective et un soutien aussi du collectif autour des arguments déployés par les syndicalistes. Et donc voilà, il me semble quand même que, alors c'est pas simple, hein, c'est évidemment semé d'embûches. Voilà, les directions d'entreprise sont quand même aguerries pour aussi entraver les relations que peuvent construire les représentants du personnel avec les salariés. Mais en fait, ça me semble être une voie quand même à, voilà, à pousser pour introduire l'écoute comme un levier vraiment comme un levier de prévention. Merci Laurence. Je suis bien en accord avec ce qui a été dit. Sur cet enjeu du médecin du travail maintenant aussi, François, il y a la difficulté justement de lui parler, de l'écoute, quand on se sent vulnérable. Et puis, ça veut dire quoi, se sentir vulnérable? Et voilà, qu'est-ce que ça évoque? Bah, enfin, c'est toujours, comme j'animais un débat la semaine dernière ici même et que cette question est déjà revenue, à savoir, ah oui, mais le médecin du travail, il est salarié du patron, entre guillemets, et donc on ne peut pas lui faire confiance. Bon, j'ai eu une boutade en animant en disant, mais le syndicaliste aussi, il est salarié du patron, donc on peut lui faire confiance ou pas. Bon. Et en plus, il y a quand même des règles déontologiques inscrites dans le Code de la santé publique qui s'imposent aux médecins du travail. Et donc, je rappelle l'article L46 R4623-1, le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux. Bon. Et si un médecin du travail manque à cette déontologie, il peut être sanctionné par le Conseil de l'ordre et puis même pénalement dans un certain nombre de cas. Donc, moi, je reste convaincu que le médecin du travail, c'est un acteur extrêmement important pour toutes les questions de santé au travail, mais particulièrement pour les questions de souffrance psychique. Donc, je crois qu'il faut absolument inviter les salariés qui ne vont pas bien à aller chez le médecin du travail. En tout état de cause, ça suppose aussi que le CSE ou les instances représentatives du personnel, ils prennent contact et ils discutent avec le médecin du travail. Ils l'invitent aux réunions de CSE quand il y a des questions et ils lui disent, là, on aimerait bien avoir votre avis sur ce sujet-là. C'est vraiment important de créer aussi ce climat qui va permettre aux gens de se libérer de ce point de vue-là. Sinon, effectivement, si le médecin du travail, personne ne le connaît dans l'entreprise, comme les visites n'ont pas lieu très souvent, les visites médicales, évidemment, ça ne sera pas un acteur reconnu pour ça. Mais je reste convaincu que tout ça, ça se travaille et que c'est bien la responsabilité du CSE. Je crois qu'il y a quand même tout un tas de dispositifs qui existent aujourd'hui. Sylvain a parlé, par exemple, de l'expertise. Moi, je dis toujours, quand je participe à des formations syndicales ou autres, il est inconcevable pour moi qu'un chantier de réorganisation ne donne pas lieu à une expertise confiée à un cabinet d'experts. Voilà. C'est pas possible. Et à chaque fois qu'il y a un problème de santé
qui touchent des gens, et surtout ces questions de santé psychique, qui peuvent très vite déraper. Souvenez-vous quand même, les épidémies, entre guillemets, de suicide chez Renault, à la Poste, dans des grandes enseignes qui ont conduit à France Télécom à quand même, pour la première fois, une condamnation pénale de dirigeants confirmée récemment par la Cour de cassation à des peines de prison, c'est pour du harcèlement moral institutionnel. Donc oui, il y a quand même de quoi faire sans aller chercher très loin pour justement mettre en œuvre toutes les dispositions et exploiter les ressources que la loi nous donne simplement pour protéger les gens. Et j'allais dire vis-à-vis des entreprises, de gré ou de force. J'insiste sur un point, c'est que souvent, et ça c'est bien pour ça aussi, c'est un problème particulier chez les managers, la tendance naturelle de tout le monde, de tous les acteurs, c'est le harcèlement moral individuel, c'est-à-dire renvoyer au comportement d'un chef qui ne ferait pas ce qu'il faut. J'ai passé 20 ans au prud'homme, j'ai quasiment jamais vu vraiment de harcèlement moral qui tienne la route devant un conseil des prud'hommes. Donc je crois qu'il faut sortir du harcèlement moral individuel. Je ne parle pas du harcèlement moral institutionnel comme on a eu à France Télécom, comme on a encore aujourd'hui, on a fait une enquête sur Royal Canin, etc. Bon, il y a tout un tas ça peut exister. Mais le harcèlement moral du type, c'est le chef qui fait pas ce qu'il faut et qui harcèle les gens, eh bien, on se rend compte que si on change de chef et on en met un autre, de toute façon, les problèmes demeurent. C'est un problème d'organisation du travail. Et donc, c'est d'abord ça qu'il faut mettre en avant. Juste pour faire un peu de réclame quand même, je rappelle, dans Santé et Travail, on a fait 2 gros papiers là-dessus, sur la prévention primaire, clé de voûte de l'obligation de sécurité. Et la sécurité est une obligation intense de l'employeur, qui sont écrits par un juriste qui est prof de droit au CNAM, ce qui devrait être la Bible de tous CSE qui s'intéressent à ces questions-là. Ça coûte pas très cher, l'abonnement de Santé et Travail. Et franchement, ça donne des clés de compréhension et de ce qu'il faut faire pour justement obliger l'entreprise à agir et pas à faire semblant. Tout à fait. Sylvain Rossignol. Oui, 2 petits points. Alors, on a dit, oui, essayer de faire du médecin du travail son allié, donc en travaillant et en le faisant venir au CSE. Il y a aussi un autre allié, c'est l'inspecteur du travail. C'est-à-dire que si jamais, alors on rappelle une nouvelle fois que l'employeur il a cette obligation de préserver la santé. Donc si personne ne va bien dans l'entreprise, c'est donc bien que c'est de la responsabilité de l'employeur. Et pour rappel, l'inspecteur du travail, il est là pour faire appliquer le code du travail et notamment dans ses principes de protection du salarié. Là où j'aurais une nuance avec François Deriot, c'est bien, puisqu'on dit de toute façon qu'il faut des controverses dans le monde de l'entreprise, c'est bien qu'on en ait aussi, qu'on le mette en application ici. Sur la question du harcèlement, là où j'aurais une différence avec toi, c'est que je pense réellement qu'il y a du harcèlement de certaines personnes sur d'autres. Et donc là, il y a un facteur individuel, c'est-à-dire que si vous changez la personne, il n'y aura plus de harcèlement. Mais de toute façon, dans tous les cas de figure, même si on a une personne qui peut laisser épanouir ses velléités et ses envies de harceler et de martyriser des salariés, parce que nous, on l'envoie, ces profils-là, ça reste de la responsabilité de l'employeur de n'avoir pas su protéger les salariés de situations harcelantes. Et là, je pense récemment d'ailleurs à un employeur qui va être mis en difficulté, en tout cas, dans une entreprise où on est intervenu, où on voit aussi, et c'est de nouveau la question aussi de la formation et de la norme, c'est-à-dire que quand le directeur ou c'est un peu les directeurs et le top management qui va fixer la norme de ce qui est autorisé et de ce qui est interdit. Donc cette valeur d'exemplarité par la direction et par les managers, le top management, on va appeler, il est important parce que c'est celui-là qui va fixer la norme de ce qui est autorisé et pas dans l'entreprise. Et j'ai vu une question sur l'éducation nationale, effectivement, qui est un employeur très maltraitant. On est d'accord, et avec peu de moyens pour les représentants du personnel pour pouvoir protéger ses salariés. Merci, on s'approche de la fin, mais on va faire un point de conclusion autour de Paul Chacadou. Je vais commencer par Nicolas. Oui, par rapport à ce qui s'est dit sur le médecin du travail, il y a un dossier de médecine du travail. Et si vous allez voir le médecin du travail ou l'infirmière du travail, puisque maintenant c'est beaucoup d'infirmières du travail, il y a une inscription de ce que vous dites, entre guillemets, dans le dossier. Et après, ça peut vraiment faire trace, quoi.
hein. Donc, c'est important, hein. Sinon, comme outil, moi, il y a un outil dont on n'a pas du tout parlé, c'est le droit d'alerte, c'est-à-dire que n'importe quel salarié, y compris les cas, peuvent signaler au niveau des représentants du CSE, comme quoi ils subissent des actes ou des actions qui ne sont pas en rapport avec leur fonction. Et théoriquement, d'après le Code du travail, je ne me souviens pas des articles du Code. Il y en a deux. Il y en a deux qui dit qu'à ce moment-là, le membre du CSE peut faire une enquête avec un membre de la direction pour voir si effectivement il y a des choses qui sont mises en œuvre qui ne sont pas en rapport avec le travail qu'il a fait. Et la troisième chose, peut-être, c'est on n'a pas du tout parlé du document unique d'évaluation des risques, hein, qui est un truc quand même de base pour arriver à faire un screening des expositions, etc. Et avec les critères du rapport GOLAC, dans un service, un manager ou un cadre peut très bien se servir des critères du rapport GOLAC pour voir effectivement comment se passe le travail chez lui, quels sont les problèmes, etc., difficultés. C'est une manière d'aborder le réel du travail et ce à quoi les gens sont confrontés, qui est vraiment très, très intéressant. D'autant plus que le document unique d'évaluation des risques est à la portée de tous les salariés. C'est-à-dire tous les salariés ont accès au document unique d'évaluation des risques et du coup, s'il n'est pas conforme, eh ben, il y a la possibilité effectivement de faire en sorte ou d'alerter les CSE comme quoi effectivement telle ou telle problématique n'est pas soulevée dans le cas de la partie des RPS du document unique d'évaluation des risques. Voilà. Merci, on s'approche de la fin. Laurence Théry, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelle serait une phrase d'ouverture, de conclusion? Une phrase d'ouverture, moi je dirais, le magazine Santé et Travail est une ressource pour les représentants du personnel, mais Merci, aussi pour Laurence. Là, c'était prévu, là, c'était organisé. pour les managers et pour les salariés. On y trouve des analyses de points juridiques, de réglementation, qui sont super éclairants pour la pratique. On y trouve des enquêtes dans les entreprises. On y trouve des articles pratiques qui font progresser sa propre stratégie d'action quand on est un acteur de l'entreprise, quand on est RH, quand on est représentant du personnel. Et donc, c'est une mine justement pour transformer le travail. Voilà mon point de conclusion et d'ouverture. Merci, c'est un point d'équipement aussi pour les managers de sciences sociales qui manquent souvent, comme le rappelait Sylvain. François, votre conclusion? Laurence me l'a enlevé, mais comme on est tous les deux membres du comité de rédaction de Santé et Travail, elle m'a grillé la politesse et je ne l'en veux pas. Je voulais juste dire que j'étais évidemment d'accord avec ce qu'avait dit Sylvain. J'ai été un peu vite, mais c'est l'obligation d'aller vite à la fin, surtout d'un débat, et je suis évidemment d'accord avec ce qu'il a dit sur le harcèlement. Simplement, on ne peut pas avoir, moi ce que je reproche souvent, c'est que la seule limite, la seule axe plutôt d'action, c'est le harcèlement moral. Or, souvent, ça passe sous silence toute la question du travail. Or, il y a bien sûr des cas de harcèlement avérés, il y en a d'ailleurs qui sont condamnés. Mais la question de l'organisation du travail et des méthodes de management qui ne sont pas simplement le fait d'un manager, mais souvent d'une politique de management d'une entreprise, c'est souvent ça qui est répréhensible. Pour revenir juste et terminer sur le médecin du travail, je rappelle que l'article L4624-9 du Code du travail prévoit l'alerte du médecin du travail. Et qu'on peut tout à fait demander au médecin du travail, quand on sait qu'il a reçu plusieurs salariés en consultation d'un même service sur des problèmes de décompensation psychique, quand on sait qu'il a reçu plusieurs courriers concernant ce même service de médecins traitants, de salariés du service, on peut lui demander de faire une alerte. Et cette alerte, au titre de cet article-là, eh bien, si normalement le CSE va en avoir connaissance et va pouvoir déclencher une expertise pour risque grave, c'est-à-dire aller voir Sylvain Rossignol à Syndex ou ses collègues, et pour justement dire qu'on veut une expertise pour risque grave sur les risques psychosociaux dans l'entreprise. Ça change la vie après, quand on a une expertise pour risque grave sur ces sujets. Très bien. Sylvain, une conclusion? Oui, une conclusion, parce qu'on était sur alors le titre, c'est les cadres à bout de nerfs. À bout de nerfs, voilà, c'est ça. Donc, peut-être la première chose un peu banale, c'est prenez soin de vous. Aucun travail ne mérite d'y laisser sa santé. Alors, c'est facile à faire, mais il faut peut-être se le redire comme un mantra. Et puis, s'appuyer sur ceux qui peuvent prendre soin de vous. Et donc, c'est les représentants on a parlé du médecin du travail, mais les représentants du personnel, ils sont bien là pour défendre les intérêts
des salariés, de tous les salariés, bien entendu, cadres compris. Et puis, nous, en cas de besoin, Syndex, on existe depuis plus de 50 ans et depuis plus de 50 ans, on aide les représentants du personnel à aider les salariés. Donc, si on est aussi là, on existe pour ça aussi. Donc, vous pouvez nous solliciter si vous en jugez, si vous le jugez nécessaire. Merci à vous, c'est bien noté. C'est la fin de ce webinaire. Merci Nicolas, merci François, merci Laurence à distance, merci Alexandre pour les questions. On n'a pas répondu à tout, mais le débat reste ouvert. Bonsoir à tous.